groupes citoyens, etc. Ensuite, il y a eu aussi des entretiens avec les équipes de BSF sur les méthodologies et les objectifs des projets mis en œuvre. Et ça, c'était aussi quelque chose d'extrêmement important parce que pour nous, l'idée, c'était, comme je vous disais, où la démarche, n'était pas seulement de mettre à disposition un équipement, c'était vraiment construisons un projet ensemble et comment nous pouvons, enfin, quels sont les objectifs qui sont définis pour ce projet ensemble avec nos partenaires. Donc aussi, faire des entretiens avec les équipes qui allaient sur le terrain et qui mettaient ça en place avec nos partenaires. Et une participation à des déploiements de projets pilotes. Donc c'est très bien de parler avec pas mal de gens, c'est très bien de faire des entretiens, mais concrètement, comment fonctionne la bête sur le terrain, donc voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans un déploiement normal de l'IDS Box. Donc ça, c'était notre premier volet, la consultance que Pascal va présenter tout à l'heure, ou les résultats qu'il va présenter tout à l'heure. Pour la deuxième démarche, ou pour le deuxième volet, très très rapidement, donc nous avons constitué un groupe d'évaluation, ou un comité, avec lequel nous avons réfléchi énormément en plusieurs moments. Ce comité, l'idée c'est que vraiment on s'est lancé dans un processus et c'est quelque chose qui est continuel. Donc nous avons fait une première réunion en novembre 2015 qui était plutôt pour définir un peu le cadrage de l'exercice. Donc l'idée c'était de pouvoir mettre en contexte et définir ensemble quels étaient les objectifs de ce groupe, qu'est-ce qu'on cherchait à faire. Ensuite, donc ça a été assez intéressant, assez passionnant pour nous aussi de découvrir justement les différentes visions, les différentes choses existantes déjà, pas mal d'outils d'évaluation existants. Ensuite, en janvier, nous avons fait une deuxième réunion où là, pour le coup, nous avons beaucoup plus cerné la typologie des impacts attendus ou des impacts espérés. Donc vraiment de pouvoir plutôt aller définir quelles étaient les différentes thématiques sur lesquelles on allait se pencher. Ensuite, en mars, nous avons fait une troisième réunion qui a été plutôt pour, après avoir défini les différentes typologies des impacts, faire des propositions de méthodologie d'évaluation et de collecte de données. Donc pouvoir voir concrètement quelles pourraient être les démarches ou les outils éventuellement qu'on pourrait identifier pour commencer à travailler autour de ça. Et l'idée maintenant, c'est que après avoir fait ces 3 moments de réflexion collective, de pouvoir par la suite concevoir concrètement quels sont ces outils d'évaluation d'impact et aussi une sorte de guide de l'évaluateur qui pourront nous permettre justement de voir dans un sens beaucoup plus large ce pool, mais en même temps comment on tire certaines de ces ressources pour un projet lambda ou pour un projet qui pourrait se développer dans différents territoires. Donc voilà, ça c'était un peu pour le deuxième volet. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant et franchement, merci beaucoup à tous les membres du comité. Alors, qui sont les membres de ce comité ? Là, vous avez les prénoms de toutes ces célébrités, de toutes ces personnes qui très gentiment nous ont accompagnés jusqu'à présent. Je ne vais pas vous les lire parce que, enfin, vous les voyez. Mais en tout cas, c'est un comité qui est extrêmement divers avec des personnes qui nous accompagnent sur énormément de réflexions et qu'on remercie énormément. L'idée, c'est de vraiment pouvoir continuer à réfléchir tous ensemble sur ça. Et comme je vous disais, de continuer ce processus justement de définir un peu ce toolkit et ce guide de l'évaluateur. Donc ça, c'était un peu très très rapidement pour vous faire la présentation de la démarche. Et donc sur ce, à nouveau vous remercier d'être ici, c'est très très chouette. Et je vais donner la parole, j'ai le plaisir d'inviter Pascal pour lui passer la parole et du coup qu'il nous fasse sa présentation. Un mot simplement, merci Diana. Alors vous avez un petit jeu toute la journée, vous pouvez essayer de deviner d'où vient cet accent charmant de notre directrice d'opération. Donc vous pouvez voter toute la journée dans la box. Pascal, on ne te présente plus, tu es conservateur honoraire, c'est ça qu'on dit maintenant, hein. Jeune, très jeune, retraité. Tu as passé une grande partie de ta vie professionnelle dans les réseaux de lecture publique. Tu as fini un bon moment de ta carrière au sein de la BNF où tu as travaillé au sein du département droit et société, histoire, droit et société, et notamment à la numérisation des journaux, etc. Donc beaucoup de grands projets, mais c'est surtout que tu as une carrière ou une expérience très tournée vers l'international à travers l'IFLA, bien sûr, et le CFIBT, le Comité français international des bibliothécaires et documentalistes, dont tu es aujourd'hui le vice-président. Tu as accepté de faire cette mission de consultance alors que tu venais juste de prendre tes nouvelles fonctions de retraité. Très gentiment, bénévolement. C'était important pour nous, mais aussi avec
toute ton indépendance, et ça aussi c'est important, pour pas que ça soit simplement un rapport lisse qui dise que les bonnes choses, et vous découvrirez dans ce rapport qu'il y a aussi des critiques, des questions, des choses à améliorer, des recommandations pour la suite. Donc Pascal, je te laisse la parole. Merci. Merci Jérémy. Je fais une petite vérification parce qu'il faut que je vois comment ça marche. Voilà, j'ai compris, c'est bon. Eh bien, merci Jérémy, merci à Bibliothèques sans frontières de m'avoir permis de faire ce travail absolument passionnant. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés au fil de ces entretiens et ceux qui m'ont accordé une part significative de leur temps. Je vais arrêter là les remerciements et passer au cœur du sujet. Bon, je vais avoir du mal. Oui, tu as tellement de choses à dire. Oui. Bon. Je vais passer sur les objectifs parce que Diana les a déjà exposés et mon principal problème étant de tenir dans 20 à 22 minutes dans cet exposé, j'en suis très heureux. Pour le périmètre de l'étude, vous avez là les principales données sous les yeux. Je me suis attaché à des contacts dans les 3 établissements qui ont pratiqué des expérimentations avant Calais, donc à Paris, Médiathèque Françoise Sagan, à Sarcelles, j'y reviens dans un instant, à Taverny également. Je n'ai pas besoin de présenter ce que sont des médiathèques ou bibliothèques devant un tel auditoire. En revanche, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas précisément ce que sont à Sarcelles les espaces de proximité et d'initiative, qui sont des sortes de maisons de quartier ou de centres sociaux. Donc la ville de Sarcelles compte 5 espaces de proximité et d'initiative qui sont répartis sur le territoire de la commune. Ils sont organisés selon la politique municipale menée dans les quartiers en matière de lien et de cohésion sociale, d'éducation et de réussite éducative, d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, etc. Ils sont agréés centre social par la caisse d'allocation familiale et ont signé et répondent à un cahier des charges diffusé par celle-ci. Chaque EPI, il y en a donc 5 sur le territoire, a un personnel d'environ 20 personnes. C'est intéressant donc d'avoir dialogué avec ces personnes. Ce ne sont pas des bibliothécaires, ce sont des animateurs sociaux, des acteurs sociaux. Il faut souligner qu'à Sarcelles, la bibliothèque municipale, Anna Langfus, a apporté un soutien réel à l'opération par ailleurs. Vous savez peut-être encore moins ce que sont les LAO, comme à Taverny. Ce sont des centres qui appartiennent à la Croix-Rouge française. LAO veut dire lieu d'accueil et d'orientation pour mineurs étrangers et isolés. Leur compétence consiste en une capacité celui de Taverny, une capacité de 30 places. Il reçoit des jeunes confiés sur décision du juge des enfants dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire. Et leur séjour est en principe limité à quelques semaines. Ça dure parfois plus longtemps. Le centre a une capacité d'accueil d'environ 180 jeunes par an. Et l'équipe va alors, quand un jeune arrive, évaluer la situation du jeune, élaborer avec lui une orientation et envisager la solution la plus adaptée pour lui, pour son avenir immédiat et à moyen terme. C'est-à-dire une réunification familiale en France ou à l'étranger, le retour dans le pays d'origine, ou bien au contraire, le placement auprès d'un tiers digne de confiance en France, la préparation à une insertion professionnelle, etc. Je passe sur la chronologie. Je voudrais indiquer moi-même que je suis très conscient, et BSF aussi, que ce travail, cette évaluation a comporté
si l'on peut dire, un certain nombre de lacunes dès l'origine. Vous les avez sous les yeux. Il a été dit que j'ai participé à des déploiements. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pu chronologiquement. Ce n'était pas possible, si ce n'est à un atelier au LAO de Taverny, qui était tout à fait intéressant, mais c'est le seul auquel j'ai pu participer. Rien sur les possibilités d'utilisation de l'IDSbox en milieu rural, mais ça a été d'ores et déjà compensé ce matin par cette excellente table ronde. Le point de vue des politiques qui faisaient partie du périmètre, honnêtement, je n'ai pu l'appréhender que partiellement, modérément. J'ai eu quelques contacts avec des élus, mais peu par rapport au contact avec des professionnels des bibliothèques ou des acteurs sociaux. Et enfin, très peu de contact avec les structures partenaires. Ce n'était pas du tout volontaire. C'est soit que les rendez-vous ont été pris, ont été annulés, pas de mon fait, mais par manque de temps, manque de disponibilité de ces partenaires, soit encore que le temps a manqué pour voir tous ceux qu'il aurait été utile de rencontrer. Je passe sur la méthodologie déjà soulignée, déjà présentée par Diana. Et on gagne ainsi quelques secondes précieuses. Jérémy a très bien indiqué que dans la démarche de Bibliothèques sans frontières, on avait tout d'abord conçu un processus en 3 étapes. Rappelez ici, la première phase, c'est avec pour partenaire principal une médiathèque, et ça a été l'expérimentation ici même à la médiathèque Françoise Sagan. La deuxième étape, le contact direct avec l'échelon politique, et ça a été Sarcelles. Et la troisième phase, avec une association, pas n'importe laquelle, une grande association, la Croix-Rouge française, et ce fut Taverny. Le premier aspect que j'ai essayé d'appréhender pour cette démarche en 3 étapes, ça a été celui-ci. Le niveau d'appropriation de l'expérimentation, le niveau de participation, pardon, le niveau d'appropriation de l'IDSbox par la collectivité. Ça va être très, très rapide. On se trouve dans les 3 cas dans le même cas de figure. C'est une mise à disposition par Bibliothèques sans frontières pour cette phase expérimentale de l'IDSbox. Pas d'acquisition à ce stade initial. On verra après que cela débouche sur d'autres choses. Et accompagnant cette mise à disposition des objets matériels, tout un ensemble de prestations d'accompagnement. Donc, je me suis particulièrement intéressé à la façon dont la structure qui a été porteuse des expérimentations, des déploiements dans chaque localité, a été plus ou moins associée à la prise de décision. Et là, des choses intéressantes se dégagent. À Paris, médiathèque Françoise Sagan, et là il faut que je chausse mes lunettes. Vous verrez que dans le rapport qui a été édité et qui est disponible ici même, je me suis attaché non pas seulement à relater, à analyser, mais aussi à citer assez abondamment les interlocuteurs qui m'ont accordé de leur temps. Pour Paris, eh bien, je citerai par exemple Christophe Séné, qui est présent dans la salle, qui à l'époque était conservateur ici même. Le projet d'IDSbox a d'abord été un projet d'établissement, centré sur l'établissement lui-même, mais sans dichotomie avec la mairie de l'arrondissement, qui depuis 2011 avait toujours fortement soutenu le projet de création de la nouvelle médiathèque. Lors de la réunion de présentation du projet à la direction des affaires culturelles, nous avons cherché à montrer que le projet d'IDSbox était aussi un enjeu important pour le réseau des bibliothèques de la ville, un outil potentiel de soutien à la politique municipale en direction des publics défavorisés. Ou encore, pour vous montrer la différence d'approche, au LAO de Taverny, je ne me suis pas posé, dit la responsable pédagogique du LAO, je ne me suis pas posé la question de savoir si nous pouvions accepter ou non la proposition qui venait de la direction centrale de la Croix-Rouge. Ce n'est que plus tard que nous avons appris que d'autres structures de la Croix-Rouge avaient refusé parce que la durée de l'expérimentation était trop courte. On viendra sur ce point plus tard. Nous y avons vu l'opportunité de tester du matériel que nous avions dans l'idée d'acquérir.
les tablettes, et aussi notre projet de créer dans le LAO un petit espace médiathèque. Nous étions aussi tentés de voir quel bienfait quelque chose comme l'IDISBox pouvait apporter aux jeunes et aussi aux éducateurs du LAO. La participation de l'équipe à l'expérimentation. Donc, à Sarcelles, il y a eu une application réelle des animateurs des EPI, plus l'implication de 3 agents de la médiathèque au sein d'une petite équipe qui, je suis de bonne mémoire, comporte en tout et pour tout Sarcelles, 11 agents. Et pour tous, ils ont eu comme la décision a été prise tardivement dans l'année, au mois de mai, et leur a été annoncé en juin, d'effectuer cette expérimentation. Ils ont intégré les activités de l'IDISBox dans leur programme déjà constitué, déjà diffusé, même auprès des publics. Et ça a été une gageure qu'ils ont réussi. À Paris, l'implication était très forte. Ça a été souligné ce matin par Soisic, Cadio, je n'y reviens pas. À Taverny, c'est une partie du personnel d'animation et du personnel pédagogique du LAO qui a participé aux animations avec l'aide de 3 agents de la médiathèque municipale. La durée de l'expérimentation, vous avez sous les yeux les principales données. Les déploiements ont eu lieu sur des demi-journées. À Paris, ça n'a pas semblé poser de problème. C'était très intégré, cela a été dit, à tout le programme accompagnant la préparation puis l'ouverture de la médiathèque. À Taverny, c'est plutôt la durée globale qui a été jugée insuffisante, un peu trop courte, 5 semaines moins une passée en fait ailleurs au pôle enfance et parentalité d'Argenteuil, dont dépend le LAO de Taverny. À Sarcelles, la durée donc d'une demi-journée a été globalement jugée trop courte, même s'il y avait des avis un peu différents. Il eût été préférable que ce soit sur des journées entières pour mieux rentabiliser l'investissement parfois très physique que constitue un déploiement de l'IDISBox. Et partout, l'aspect formation a été jugé trop court, on y reviendra. Quant au partenariat, donc vous avez ici l'essentiel, c'est-à-dire que a été souligné partout l'importance du travail commun entre la structure opératrice et l'équipe de Bibliothèques sans frontières. Alors avec l'équipe IDISBox, le petit noyau au sein de Bibliothèques sans frontières, les relations étaient excellentes et ont été saluées. Avec les bénévoles de Bibliothèques sans frontières qui ont été présents sur la plupart des déploiements, très honnêtement, selon les dires de mes interlocuteurs, à la fois les personnels des bibliothèques ou des EPI à Sarcelles et de la part des bénévoles que j'ai rencontrés, ça a globalement bien fonctionné. Mais il y a pu avoir quelques difficultés. Je cite par exemple Soisic, Cadio à Paris. Ça a pu être un peu compliqué. Pourtant, on a l'habitude de travailler avec des bénévoles d'associations, mais chacun a une vision claire de sa fonction. Là, ce n'était pas le cas. Nous n'avions pas le même vocabulaire, pas les mêmes façons de procéder dans le rapport aux livres et aux autres médias. Ça aurait pu être corrigé, amélioré, si l'équipe de la médiathèque avait pu rencontrer les bénévoles de BSF avant les déploiements et les préparer avec eux, en dehors de la formation où quelques-uns étaient là. Et c'est confirmé en quelque sorte. Non, là, j'allais pas passer à un autre sujet, un autre aspect du partenariat, c'est le partenariat avec les partenaires externes. Donc à Paris, ils ont été très importants en amont pour préparer les déploiements et même plus globalement, ils se sont insérés dans tout le travail de préparation terrain qu'avait mené l'équipe de la médiathèque Françoise Sagan pour sa propre conception et sa propre ouverture.
En revanche, pendant les déploiements, ils ont été plus limités. Ceci n'est pas propre à Paris. À Sarcelles également, ils ont été limités faute de temps. Le responsable global des EPI dit, vous savez, pour pratiquer du partenariat, il faut prendre sa canne et son chapeau, aller rencontrer les gens, et les animateurs des EPI, ils avaient trop le nez sur le guidon pour faire ça. Pour cette phase, encore une fois. À Tavarny, donc il n'y a pas eu de partenariat institutionnel avec la ville. En revanche, dès que la médiathèque municipale a été contactée, elle a répondu favorablement et s'est impliquée de différentes manières là-dedans. Alors, sur la question des partenariats externes, je citerai une représentante, une chargée de mission de l'équipe de développement local à Paris dans le 10e, Laure Monchozou. La médiathèque François Sagan m'a informé qu'il allait y avoir une expérimentation et a invité l'équipe de développement local à venir faire du lien avec les autres partenaires du territoire. J'ai eu des contacts avec Soisic de la médiathèque pour identifier quelles associations pourraient être intéressées pour apporter des conseils de la mise en lien. Puis, j'ai participé à une réunion au cours de laquelle j'ai parlé des attentes des gens et expliqué pourquoi une équipe de développement local pouvait être intéressée. Ensuite, j'ai participé à 2 déploiements, 1h30 pour le premier, plus longtemps pour le suivant. Ce n'était pas mon rôle de faire l'animatrice, je me suis plutôt fondue dans le décor. J'ai échangé avec les personnes qui utilisaient l'IDisbox. Je me suis en particulier intéressé à ceux qui fréquentent habituellement le square Satragne, celui d'à côté, les jeunes immigrés, tels les jeunes hommes et quelques femmes alcoolisées, souvent droguées, errants. J'ai essayé de capter les besoins des habitants du 10e les plus mal connus. Enfin, pour le partenariat, quelque chose qui a été souligné partout dans ces 3 sites d'expérimentation et puis plus tard à Calais, c'est l'importance des partenariats internes à la collectivité, à la ville essentiellement. On y reviendra encore une fois tout à l'heure. Les formations, donc je vais vous passer sur quelques aspects qui peuvent se dégager déjà de la période de ces 3 expérimentations en 3 étapes. Les formations, bien, vous avez sous les yeux les principales caractéristiques, elles ont été évoquées au cours de la table ronde. Pour cette expérimentation en 3 étapes, s'il y a 2 mots à retenir, c'est trop courte. Les formations, pour cette phase, ont été jugées comme cela, malgré certaines qualités qui ont été soulignées ce matin. Je passe plus rapidement là-dessus. Les suites, après les expérimentations, pour Paris, cela a déjà été amplement défloré, au meilleur sens du terme, tout à l'heure lors de la table ronde. Pour la ville de Sarcelles, aux dernières nouvelles, la ville étudie les modalités d'acquisition d'une IDisbox. Et pour Taverny, alors là, ça peut aller très loin, puisque la Croix-Rouge est en train de réfléchir très activement au déploiement d'IDisbox dans un grand nombre de ces centres répartis sur l'ensemble du territoire français. Et on en vient à ce qui constitue la première véritable appropriation de l'IDisbox par une collectivité, Calais, ça a très bien été expliqué par Bénédicte tout à l'heure. Donc je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit sur la façon dont s'est élaboré le projet. Je vais me contenter de vous citer un extrait d'un article très intéressant, publié juste après le conseil municipal qui a pris les décisions par un journaliste de La Voix du Nord. Dans son discours d'introduction au conseil municipal, Natacha Bouchard, donc le maire Les Républicains et vice-présidente du conseil régional, expliquait « La médiathèque est le premier lieu d'accès à la culture, le seul qui ne nécessite pas de s'acquitter d'un droit d'accès. Il apparaissait important de répondre aux attentes des personnes qui ne fréquentent pas naturellement la médiathèque. C'est dans cet esprit qu'il nous a semblé nécessaire
de proposer des solutions innovantes, ludiques et accessibles partout. Elle soulignait l'intention d'aller au-devant des différentes populations qui restent éloignées du réseau de lecture publique par manque d'intérêt ou en raison de difficultés d'accès, insistant sur le fait que l'IDeasBox peut gommer ces difficultés parce qu'elle est une médiathèque portable présentant l'avantage d'être installée au cœur des espaces publics. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'ancien maire communiste, donc la majorité d'avant dans la ville, eh bien la position était celui-ci, il s'appelle Jacques Hénin. Tout ce qui peut rapprocher les gens qui sont en difficulté de la culture est une bonne chose. Pour certains, aller à la médiathèque ou au médiabus est compliqué. Si cette forme spécifique permet, ne serait-ce qu'à quelques-uns, de se rapprocher de la culture, on est dans l'intérêt général. Nous voterons pour. Donc, cette décision a été très consensuelle, à l'exception d'un parti d'extrême droite. Le marché d'acquisition, je me permettrai, vous trouverez cela dans le rapport imprimé, d'aller assez vite sur ces questions. Je souligne simplement l'importance des prestations de consultance qui ont accompagné, de la part de BSF, la livraison de l'IDeasBox et de son contenu. La participation de la bibliothèque et de son équipe au déploiement, là encore Bénédicte l'a très bien souligné. Je la citerai. L'IDeasBox, opéré par la médiathèque, ça a un impact sur toute la municipalité, les élus, les services. Il y a maintenant un réel intérêt, beaucoup plus qu'avant. C'était déjà un peu le cas avec la bibliothèque de plage. Oui, à Calais, il y a une bibliothèque de plage pendant l'été, mais moins. Ou encore son adjoint, celui qui était le chef de projet pour cette opération, Vincent Caron. Maintenant, on existe pour eux, les autres interlocuteurs de la ville. On n'a plus besoin d'entrer en matière. Les choses vont plus vite. J'ai grillé les étapes, puisque j'en étais au partenariat. Alors, l'importance des partenariats municipaux, oui. Vincent Caron, déjà cité, pour le premier déploiement, a dû échanger pas moins d'une vingtaine d'emails avec les services techniques de la ville pour s'assurer qu'il y ait bien le bonjour à la bonne heure et pas n'importe quand, pas quand les services techniques auraient un moment libre. Un camion, pas n'importe quel camion, un camion avec un haillon, vous savez, cette plateforme arrière qui permet de charger et décharger les choses lourdes. Et enfin, ça s'est résolu. Et donc, cet aspect est important. Ce n'est qu'un des aspects. La médiathèque a travaillé, Bénédicte l'a dit, avec des tas d'autres entités au sein de la ville. Et il en a résulté une visibilité beaucoup plus grande de la médiathèque depuis lors. Pour ce qui concerne les partenariats externes, pour le premier déploiement, ils ont été objectivement limités par manque de temps. Ils sont en train d'être considérablement développés actuellement. Les formations, alors là, il y a eu une importante différence avec les expérimentations précédentes. 10 jours, nous a dit Bénédicte, avec tout un programme très, très riche. Ce sur quoi je pense qu'on pourrait insister de la part du ressenti par les personnels, c'est par exemple ceci, sur l'aspect technologique. La formation m'a apporté, dit une des collaboratrices de la bibliothèque, m'a apporté en particulier la connaissance des tablettes et la dynamique de groupe. On a appris à connaître les autres services. Ou encore, la formation m'a vraiment apporté beaucoup sur le numérique. Avant, j'en avais un peu peur. Je me posais trop de questions. La formation m'a montré que c'était plus simple que je ne pensais. Et alors, sur la partie formation à la conduite de projet, qu'au moins 2 intervenantes ce matin ont souligné,
C'est vraiment très bien. Sur 1 jour et demi, ça nous a donné pas mal d'outils pour construire un projet. La qualité de cette formation sur ce point, c'est de ne pas être resté dans le théorique, comme c'est souvent le cas, les uns et les autres, vous l'avez vécu en matière de stage sur la conduite de projet, mais de s'appliquer immédiatement à un projet sur le point de se faire. Les suites après le premier déploiement, pour Calais, je crois pouvoir dire, tu me contrediras si ce n'est pas le cas, que la ville envisage d'acquérir une deuxième Aedes Box. Voilà. Et donc, ça parle de soi-même. Et puis, la ville, mais Bénédicte l'a dit, la bibliothèque déploie maintenant tout un ensemble d'activités autour et avec l'Aedes Box. On peut tirer d'un certain nombre d'enseignements communs suite à ces différentes expérimentations. D'abord, la question de l'adaptation des contenus de l'Aedes Box. Bon, incontestablement, sur les collections de livres et de DVD, il y a eu au départ une certaine inadaptation des contenus que BSF a reconnu bien volontiers. Et d'ailleurs, on y a immédiatement remédié dans tous les cas. C'est-à-dire que la médiathèque, porteuse de déploiement ou partenaire des déploiements, a remplacé, parfois quasi totalement, parfois en partie, les contenus livres et DVD. Pour ce qui concerne les jeux de société, cela a été dit, et les activités créatives, c'est un très bon vecteur pour développer les liens sociaux, notamment les liens intergénérationnels, m'a-t-on dit. Les projections de films ont connu un certain succès. Le matériel pour la création de films a été peu utilisé. Gros succès pour les voyageurs du code, ça a été dit. Pour ce qui concerne les jeux électroniques et les autres applications, là, il y a eu aussi un certain nombre de critiques. Critiques constructives, je vais vous en citer 2. À Paris, Christophe Séné, dans le réseau des bibliothèques parisiennes, il y a un gros travail là-dessus. Il y a beaucoup de compétences et les bibliothèques ont des crédits pour en acheter. Donc, si vous voulez, revendication d'être plus impliqués dans le choix des contenus là. Ou encore à Sarcelles, Mélanie Lemogue, qui travaille à la bibliothèque. Il n'y avait que des applis gratuites, qui ne sont pas les plus intéressantes. Sur les applis, j'aurais souhaité que soit exploitée ma propre compétence et mon expérience. Par exemple, j'aurais aimé animer un atelier sur la photo, comment on la prend et, avec l'application Picasa, comment on la met sur l'ordinateur, comment on la magnifie, etc. Ça n'a pas été possible. Donc là aussi, des leçons à tirer évidemment d'un tel témoignage. Sur les lieux, je vais être très rapide. Ils ont été choisis en conscience, en fonction de la topographie, du climat, qui n'est pas le même à Calais au mois de novembre ou à Paris au mois de mai, etc. Je me permets de passer rapidement là-dessus. La conception, le design de la box, eh bien, vous avez sous les yeux ses qualités. Le packaging a été jugé très, très joli. Il a été longuement, à plusieurs reprises, souligné combien elles sont lourdes, difficiles à rouler, à transporter. Ça a été dit. Bibliothèque sans frontières en a pris conscience très vite. Et Jérémy nous a dit qu'une deuxième version plus légère est en cours de réalisation. J'aurais pu vous citer des verbatims un peu croustillants sur la question, mais je manque de temps pour le faire. Je vois que Jérémy s'agite un peu sur sa chaise, et moi aussi d'ailleurs. Et je vais en venir aux parties finales. J'ai encore des choses, je crois, utiles à vous dire. J'en viens donc à un des aspects essentiels de la mission que m'avait confiée Bibliothèques sans frontières, c'est-à-dire travailler sur un certain nombre d'hypothèses d'exploitation à l'avenir de l'Aedes Box. Et voici ce qu'on peut en dire. Tout d'abord,
Bibliothèques sans frontières se posait quelques questions préalables. Vous voyez, l'IDSbox est-elle un outil pertinent permettant de remplir certaines missions? Bon, là, les réponses sont partout très positives. Pas besoin de commenter davantage. L'impact de l'IDSbox est-il à la hauteur des attentes et des énergies investies? Là, il est un peu trop tôt pour le dire. Maintenant, dit à peu près partout. Quand on a pris position, néanmoins, sur ce point, elles ont été positives. Par exemple, Pascal Pestre, maire adjoint délégué à la culture à Calais. Oui, dès à présent, l'essai est concluant, transformé même si on n'a pas encore tous les éléments, dit-il. Troisième question, la structure est-elle capable d'imaginer ce dispositif sur le plus long terme? Vous avez vu que les décisions prises ou annoncées par les collectivités qui ont expérimenté l'IDSbox vont toutes dans le même sens. La réponse est incontestablement positive également sur ce point. Les hypothèses d'exploitation. Alors, la première sur laquelle Bibliothèques sans frontières avait souhaité que l'on réfléchisse, c'était la dynamique de projection hors les murs. Bon, quel que soit le terme utilisé, parce que parfois ce terme ne convient pas, mais les bibliothèques sont déjà souvent très rodées à se projeter hors les murs. Donc oui, incontestablement oui, les IDSbox vont dans ce sens, permettent cela, permettent des activités innovantes sous cet angle. Est-ce que, deuxième hypothèse, l'IDSbox peut être utilement utilisée dans une logique événementielle? Là, le son de cloche est un peu différent. Et on pourra s'y attarder soit tout de suite, soit peut-être au moment des questions pour gagner du temps. Peu d'enthousiasme là-dessus, mais j'ai quelques idées sur l'explication, ce qui ne veut pas dire que les bibliothèques ne fassent pas d'événementiel, mais peut-être qu'ils appellent ça autrement. La logique de préfiguration, eh bien, partout, la réponse est positive. Oui, bien sûr. À Paris, c'était la préfiguration de ce qui allait se produire quelques semaines après l'ouverture de la médiathèque. À Calais, totalement. L'objectif, la stratégie de la directrice de la bibliothèque et de son équipe, c'est de montrer que dans au moins 2 quartiers de Calais, le Beaumarais et Forgnolais, où il y a une forte population, une population isolée de la culture, éloignée topographiquement de la médiathèque centrale, etc., il y a un besoin de construction d'une bibliothèque dans chacun de ces 2 quartiers. Et la municipalité qui, au départ, incontestablement pensait que l'IDSbox pourrait servir de substitut à la construction d'une bibliothèque, a déjà beaucoup évolué sur la question. Oui. C'était pas prévu. Oui, non, mais parce qu'il y a eu un changement complètement même, puisque j'ai une demande majorale pour une construction de médiathèque dans le quartier du Beaumarais. Et enfin, la dernière hypothèse mise en avant par Bibliothèques sans frontières, c'est l'utilisation de l'IDSbox dans une logique de plaidoyer. Et là, ça a été, à la différence des 3 premières hypothèses, toutes parfaitement comprises avec des réponses diversifiées, cette suggestion-là était inattendue, voire incomprise par mes interlocuteurs. J'ai essayé très simplement de donner mon explication. Qu'est-ce qu'on pouvait entendre par logique de plaidoyer? L'IDSbox comme démonstration de ce qu'on peut faire en matière de réduction des inégalités des chances. Ou encore l'IDSbox pour favoriser l'accès à l'information auprès de populations qui en sont éloignées. Bon, là, les gens comprenaient peu cette démarche-là. Alors que pour Bibliothèques sans frontières, en fait, il s'agissait essentiellement, mais ça aurait dû être expliqué avant, donc encore une chose à rectifier, il s'agit du plaidoyer pour affirmer le rôle de la bibliothèque elle-même dans la cité. Et là, évidemment, si j'avais présenté les choses comme ça à mes différents interlocuteurs, eh bien, la réponse aurait certainement été très différente. Mais tout de même, sur la question du plaidoyer, on y reviendra peut-être lors de la table ronde, il y a des choses à se dire. Et puis,
Et puis, au fil des entretiens, à côté ou au-delà des 4 hypothèses mises en avant par Bibliothèques sans frontières elle-même, eh bien, ont émergé 2 autres hypothèses d'exploitation tout à fait intéressantes. La première a été déjà évoquée ce matin par Bénédicte Frocot et par notre collègue de Pleine Commune, c'est-à-dire l'IDESbox comme outil de management. Bénédicte a dit combien il avait été important dans sa démarche de procéder par volontariat et ensuite par capillarité. Vous vous souvenez, elle a utilisé ce terme, elle l'avait employé lors de nos entretiens. C'est-à-dire convaincre, finalement, l'objectif, c'est tous les membres de l'équipe et pas seulement les 11 qui se sont dédiés complètement à ces opérations. Et c'est en train de fonctionner. D'autre part, le travail en mode projet, ça a été aussi souligné. Et c'est finalement, dans beaucoup de bibliothèques ou d'autres organismes, c'est encore assez peu fréquent, même si ça existe bien entendu ici ou là. Et enfin, ce dernier aspect, dans le cadre des déploiements et de leur préparation, le sentiment d'une véritable cohésion, plus forte qu'ailleurs et qu'à d'autres moments, et l'abolition quasi totale de la hiérarchie, et c'est très intéressant. La deuxième hypothèse complémentaire, en fait, l'idée m'est venue en lisant le rapport qui a été fait sur les déploiements de l'IDESbox dans le Bronx à New York, sur un sujet tout à fait différent. L'auteur du rapport indique que l'IDESbox, en termes d'alimentation énergétique pour se brancher quelque chose. Et vous savez qu'elle a un générateur électrique autonome. Il dit, on peut imaginer qu'elle ne cherche pas à être autosuffisante, qu'arrivant quelque part, s'implantant quelque part, elle se branche sur quelque chose. Mais je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est aussi ça, l'IDESbox, mais cette fois pas sur le plan technique, sur le plan conceptuel, sur cette fonction d'espace d'interaction, de recueil des besoins, de dialogue entre ceux qui portent les projets culturels, éducatifs, sociaux et les besoins réels des publics auxquels ces efforts s'adressent. Et il nous a été dit à plusieurs endroits, beaucoup mieux qu'un questionnaire de plus, la démonstration par la preuve, si vous voulez, que constitue l'IDESbox en elle-même est beaucoup plus riche d'enseignements. Ça ne m'avait pas été demandé, mais il m'a paru utile à la fois pour Bibliothèques sans frontières et pour les utilisateurs futurs de la box d'émettre un certain nombre de recommandations en toute modestie. Pour la prise de décision et l'engagement des structures porteuses, eh bien, impliquer les bibliothèques ou les centres sociaux, enfin les acteurs porteurs de l'IDESbox, le plus en amont possible. Et bon, faute de temps, je n'ai pu vous raconter tout ce que j'aurais pu vous dire sur le sujet, mais croyez-moi, c'est capital pour la suite des opérations. Et puis, on l'a vu surtout sur la question des contenus, laisser la main à la bibliothèque sur ce sur quoi elle est manifestement compétente. S'agissant du lien entre bénévoles Bibliothèques sans frontières et l'équipe de la structure locale, j'ai pu vous paraître un peu négatif tout à l'heure parce qu'il y avait eu des critiques émises, mais c'est tout à fait, on peut tout à fait trouver des solutions à cela, notamment en cherchant à renforcer ce lien en amont, notamment au moment des formations ou des phases préparatoires, et puis mieux définir et respecter les rôles assignés à chacun en fonction de son métier, en fonction de ses compétences pendant les déploiements. En matière de compétences internes de Bibliothèques sans frontières, et je sais que Bibliothèques sans frontières s'en est préoccupé d'ores et déjà, renforcer la connaissance du fonctionnement des collectivités publiques, bah oui, pour disposer d'un camion quand on ne l'a pas déjà dans son parc automobile, il faut passer un marché. Vous connaissez la règle d'un marché au premier euro. Ça prend du temps, un circuit de signature, etc. Et puis renforcer la connaissance des réalités des bibliothèques,
Bibliothèques sans frontières s'y emploie. Ils ont créé un pôle contenu, c'est bien ça, Jérémy, qui comprend notamment des bibliothécaires. Pour la logistique, eh bien oui, mieux mesurer l'importance et la charge des questions logistiques et techniques, tous les transbordements de la box, je n'insiste pas, ça a été dit. Et enfin, sur les hypothèses pour le futur, eh bien, mieux expliquer, mieux dialoguer sur ce que représente l'IDIS Box au service d'un plaidoyer, à la limite, quel qu'il soit. Pour mes conclusions, ben, vous verrez dans le rapport, il y a quelques pages sur ce point. Mon analyse est tout à fait positive de l'utilité des IDIS Box au service des objectifs qui peuvent être ceux des bibliothèques ou des structures sociales dans les différents territoires. J'ai déjà utilisé plus que mon temps et je vous invite à lire ces conclusions qui, pour une part, reprennent ce que je viens de dire et puis débouchent sur quelques autres perspectives. Merci de votre attention.